De ce que les élus ont comme contrôle sur un projet comme ça, en réalité, elle est très faible. Elle est très faible parce que les promoteurs éoliens regardent là où ça les intéresse de s'installer, décident qu'ils vont s'installer, déposent un projet, peuvent très bien se passer des communes. Clairement, le permis de construire, ce n'est pas un permis de construire qui sera signé à la mairie. C'est un permis de construire qui sera signé par le préfet et le service instructeur, c'est-à-dire ceux qui vont étudier ça, c'est des services qui sont à l'échelle de la région. Je me présente en 2 mots, je suis maire d'une commune et président d'une communauté de communes. Quelle commune, s'il vous plaît? Je suis maire de Montigny-l'Ampoule et président de la communauté de communes Bassé-Montois. Je rectifie ce que vous dites, chers collègues. Lorsque la commune et que vous êtes contacté par une association ou par une société, si le maire dit non d'emblée, la société s'en va. Ça, c'est vrai. Après, vous avez expliqué l'autre phase qui est l'enquête publique. Il y a un autre point où le maire peut s'opposer. C'est le maire qui donne le permis de construire pour le mât, pour le mât de mesure. Il suffit qu'il ne le donne pas. Le deuxième point, je voudrais vous rectifier un petit peu. Bien évidemment qu'un maire peut être d'accord, il est remplacé par un autre maire. C'est la continuité de la vie publique et des décisions publiques. Parce que sinon, vous imaginez, s'il n'y avait pas de continuité, c'est grave. Ce que je veux quand même dire, c'est que tous les maires qui ont dit non n'ont pas eu de projet. C'est que donc, tous les maires qui ont dit non n'ont pas eu de projet. Alors, ensuite, vous avez Vente Colère en Visande, la 4e association, dont voilà la présidente. Oui. Donc, Julina Anstedt. De Pessy. De Pessy, hein, donc c'est juste à côté de Pessy. Oui, je suis toute seule là. Il n'y a pas de nombre. Alors, après, il y a Vente Liberté 77, bien évidemment, avec Stéphanie Dubos, son conjoint, tous les gens qui ont des jolis badges là, et d'autres anonymes, mais qui sont tous là et on les en remercie, bien évidemment. Et puis l'ADER, l'Association de défense de l'environnement de la région d'Aigrevilles. C'est un petit bled qui est juste à la limite entre 3 régions, le centre, la Bourgogne et l'Île-de-France. On est en Île-de-France quand même. Et donc Aigrevilles est entre Nemours et près de Lorel-Bocage, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et de 3 départements et de 3 régions. Et donc je suis le président
de cette petite association et le délégué régional pour l'Île-de-France de la Fédération Environnement Durable. Comme ça, je vous ai tout dit. Voilà. Alors donc, on est ravis, bien évidemment, d'avoir créé ce collectif. On fera une réunion, c'est un peu plus central, comme ici, à Pessy, puisque monsieur le maire de Pessy veut bien prêter une salle, etc. Il est tout à fait acquis à notre cause, et on en remercie. Pas se sentir souvent isolé, comme aujourd'hui on est venu aider tous Stéphanie, toutes les 5 autres associations que nous sommes. Voilà, donc merci de votre présence. Avant de démarrer cette réunion, nous allons faire un rapide projet, un rapide rappel sur le projet de la Croix-en-Brie, pour ceux qui ne sont pas encore en courant. Donc on parle de 5 éoliennes chacun. Ce sont donc de très grandes éoliennes puisqu'on est sur des éoliennes de 150 mètres de pales. Un premier parc qui donc serait situé au nord du village, sur l'axe La Croix-en-Brie-Pessy, et un second parc qui serait situé au sud, sur l'axe La Croix-en-Brie et Grandville, qui ont été fixés par le Grenelle de l'environnement. Nous allons ensuite approfondir le sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est-à-dire l'éolienne, et ce qu'elle implique notamment pour vous, riverains qui allez être directement concernés. Et enfin, finir sur la notion de développement durable. Alors, une énergie renouvelable, c'est une énergie qui est fournie par le soleil, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marées ou les courants marins, les végétaux ou les déchets organiques, et bien entendu, le vent. Ce sont des énergies qui, par définition, ne produisent pas de gaz à effet de serre pendant leur utilisation, par opposition aux énergies fossiles, que sont le pétrole, le gaz, l'uranium, et qui sont à notre disposition pratiquement sans limite. Alors, les éoliennes, forcément entraînées par l'énergie du vent, font partie de ces énergies renouvelables. Alors, les objectifs du Grenelle de l'environnement. Il faut savoir que d'ici 2020, on a un objectif de réduction de 20% des gaz à effet de serre, 20% également de réduction de consommation d'énergie, et 23% de cette consommation d'énergie qui devra être en énergie renouvelable. L'énergie renouvelable n'étant pas évidemment uniquement l'éolienne. L'actuel gouvernement a prévu de réduire de 75 à 50% la production électrique nucléaire d'ici à 2025. C'est pour ça donc qu'on cherche des solutions de substitution. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et parler là vraiment d'éoliennes, qu'on appelle un petit peu par son nom barbare l'aérogénérateur. On va voir ce que c'est qu'une éolienne et ses différentes composantes, quel est le projet éolien à l'échelle de la France entière, comment on produit une éolienne, à quel coût et quel profit pour qui, quelles sont les contraintes que génère l'éolienne sur le réseau électrique français, comment se passe le démantèlement d'une éolienne, qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'indépendance énergétique au niveau de la France, et surtout, et c'est là où ça va vous intéresser à titre personnel, les nuisances, les pollutions que représente l'éolienne, les risques également, pour finir rapidement sur le chantage à l'emploi qui est fait autour du sujet éolien et la conséquence sur vos biens immobiliers. À 140 mètres de haut en termes de mât et pour des hélices qui vont de 80 à 110 mètres en termes de diamètre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on trouve des éoliennes qui vont de 120 à 175 mètres de haut et bientôt 200 mètres puisqu'on les fait de plus en plus grandes. Alors, une éolienne de 2 MW. On va prendre l'exemple de l'éolienne de 2 MW tout au long du déroulé puisque c'est ce qu'on a le plus en France. Une éolienne de 2 MW, c'est une fondation, avant tout, d'environ 900 tonnes de béton et 50 tonnes de ferraille. Mais c'est également un mât en acier ou en béton qui représente quand même une masse de 200 tonnes. Alors, vous avez évidemment aussi les hélices, qui sont en résine épexy ou en carbone, et qui représentent aussi une masse de 42 tonnes. Ça fait beaucoup de tonnes quand même. Hein. Alors, la nacelle, il faut savoir que la nacelle représente aussi 68 tonnes, et qu'elle est composée de différents éléments. Dans cette nacelle, on trouve un alternateur, qui contient plus ou moins 400 kg de terres rares, et c'est quand même bon de le signaler, ces terres rares sont produites à 97% en Chine. Un boîtier d'accessoires également, qui assure la transmission entre l'hélice et l'alternateur, qui contient environ 400 litres d'huile, un convertisseur de courant, un système de ventilation et de refroidissement, et un dispositif lumineux, avec des feux rouges et blancs, qui produit certains effets néfastes sur la santé, on y reviendra plus tard. Alors, une éolienne, c'est encore
une plateforme de levage-bruitage essentiellement pendant la période où on l'a construit, des câbles de raccordement à un poste de livraison qui, en général, sont enfouis, une liaison au réseau électrique et des chemins de desserte. Alors, il faut une grue pour monter la grue. Vous voyez la hauteur. C'est ça. Alors, il faut quand même savoir qu'une éolienne, en surface totale, au sol, ça représente quand même un empiètement de 2000 m². Là, vous avez quelques photos des étapes d'une construction d'une éolienne, notamment les étapes de creusage, de bétonnage, du socle, et puis ensuite, voilà, le levage avec les grues dont on parlait, du mât, et l'éolienne en version finie, bien entendu. Alors, le projet éolien à l'échelle de la France. Le Grenelle de l'environnement fixe un objectif d'ici à 2020 de 25 000 MW éoliens installés en France. À l'heure actuelle, il faut savoir qu'on en compte 9 500 MW déjà installés. C'est-à-dire que si on fait des rapides calculs, il en faudrait 3 fois plus d'ici 2020 pour atteindre l'objectif fixé par le Grenelle de l'environnement. Donc toujours pour une puissance de 2 MW, puisque c'est notre référence, il resterait près de 8000 éoliennes à installer. C'est vous dire quand même s'il en reste à mettre un petit peu partout sur le territoire français. Pour une centrale nucléaire d'une puissance de 1100 Wh, et autant dire que c'est une petite centrale, puisqu'on en a des bien plus grandes en France, il faudrait 550 éoliennes qui produisent 100% de leur puissance maximale en permanence pour la remplacer. Sachant que c'est absolument impossible, puisqu'une éolienne, au mieux, ne fonctionne que 25% du temps. Donc, en prenant ce paramètre en compte, ce n'est plus 550 éoliennes qu'il faudrait pour remplacer une centrale, mais bien 2200. Si on prend les chiffres globaux au niveau de la France, et si on se réfère à l'électricité qui a été produite par les centrales nucléaires en 2013, il faudrait plus de 100 000 éoliennes à installer pour pouvoir supprimer les centrales, tout en sachant qu'on n'a absolument pas aujourd'hui les capacités et les moyens de stocker l'électricité qui est produite par l'éolienne, et plus de 136 000 éoliennes pour remplacer un petit peu tout ce qui est produit par les différentes sources de production énergétique, puisqu'aujourd'hui on n'a pas que le nucléaire, on a d'autres sources, on les verra tout à l'heure. À titre de comparaison, la France en compte aujourd'hui 5500 éoliennes, pour seulement 3,5% de l'électricité produite. Ça fait donc encore beaucoup d'éoliennes à installer pour pouvoir arriver à un résultat. Alors, un projet de parc éolien se fait en plusieurs étapes. Les promoteurs recensent d'abord les parcelles éligibles, ça vous l'avez bien compris, c'est déjà fait à la fin en août. C'est déjà fait chez nous. Et il réalise ensuite une étude d'impact et une étude économique. Pour l'instant, c'est en cours. La dernière étape étant évidemment à l'issue de déposer un permis de construire. Alors, l'exploitation d'un parc éolien, elle est assurée par le propriétaire, c'est-à-dire par le promoteur exploitant, jusqu'au poste de livraison. À partir du poste de livraison, ce sont ERDF et EDF qui ont la charge de la gestion et du transport de l'électricité produite. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on compte 750 parcs éoliens qui appartiennent tous à presque autant de petites sociétés d'exploitation. Ces petites sociétés, elles sont filiales de grands groupes et elles sont dotées d'un capital réduit. Capital réduit parce que ça leur permet tout simplement de pouvoir disparaître sans risque et ensuite avec certains problèmes en ce qui concerne le démantèlement, et ça on y reviendra tout à l'heure. Alors, les règles d'implantation pour les éoliennes, elles sont quand même relativement simples, puisque la norme, c'est que l'éolienne ne doit pas être érigée à moins de 500 mètres des habitations. On vous a remis sur le graphique l'implantation des deux parcs au niveau de la Croix-en-Brie. Alors, la Croix-en-Brie se situe là, si vous voyez le curseur de ma souris. Vous pourrez les regarder un petit peu plus en détail avant de partir. Ils sont exposés sur les murs à votre gauche ou à votre droite, en fonction de comment vous êtes dans la salle. Alors, les gisements de vent en France. Sur le graphique que vous avez sous les yeux, plus la couleur est foncée et plus le vent est important. On voit bien que la Seine-et-Marne ne fait pas partie des gisements les plus intéressants. D'autant qu'il faut quand même savoir qu'en hiver, quand il fait froid et qu'on est devant un temps anticyclonique, on a très peu de vent. Et du coup, c'est dommage parce que c'est le moment où on aurait besoin de se chauffer.
et donc d'utiliser beaucoup d'électricité. Et à titre voilà, de comparaison, l'été, quand il fait chaud et qu'on a aussi un temps anticyclonique, on a très peu de vent. C'est dommage, c'est là où on a besoin de la climatisation. Alors, l'instabilité de la production éolienne. On peut s'interroger, puisque le vent n'est pas toujours le même tout le temps. Et on voit en fait dans les faits qu'une éolienne, ça a une production qui est totalement instable. Alors, la production d'une éolienne, elle est calculée par un facteur de charge. Le facteur de charge, c'est le rapport entre la puissance réellement délivrée par l'éolienne et la puissance pour laquelle elle est installée. Si on regarde les moyennes entre 2011 et 2014, on s'aperçoit que les éoliennes en France produisent en moyenne moins d'un quart de la production pour laquelle elles sont installées. 22%. Voilà, 22%. Ce qui est quand même très peu. Hein. Alors, les graphiques que vous avez en dessous vous montrent justement sur 2 mois, donc là on a le mois d'août et le mois de septembre 2013, vous montrent un petit peu à quel point cette production est instable. Alors si on zoome sur le mois de septembre 2013, on s'aperçoit quand même qu'en quelques heures, on passe de 75% de la puissance installée produite à 11% de la puissance. Ce qui veut dire que forcément, c'est une électricité très instable. Le problème étant qu'en matière d'électricité, la production doit être égale à la consommation. Ça, c'est très important. Voilà. C'est ce qui explique tout le problème des énergies renouvelables intermittentes, aussi bien le solaire que l'éolien. Très important. Dès lors, le réseau électrique doit forcément équilibrer ce que l'éolienne n'arrive pas à produire. Alors, comment il l'équilibre? C'est très difficile à partir des centrales nucléaires puisqu'elles produisent vraiment de manière constante. Au niveau de l'hydroélectrique, c'est de la même façon très difficile puisque ça peut être réduit mais peut augmenter. Il ne reste alors qu'une seule possibilité de régulation possible, c'est à partir des centrales thermiques à gaz et des centrales thermiques à charbon. Sachant que dans tous les cas, toute l'électricité produite qui est en surplus est exportée sur un marché à l'étranger. Aujourd'hui, pour info, la France exporte déjà en permanence 15% de son électricité produite. On se demande du coup l'utilité de chercher à en produire encore plus via d'autres sources. Alors, les 2 graphiques que vous avez sous les yeux vous montrent 2 journées donc prises pour exemple, le 27 octobre 2013 et le 30 octobre 2013. On s'aperçoit que le 27 octobre, le parc éolien français fonctionne relativement pas mal. Et du coup, on n'a ni électricité produite par charbon et très peu par le gaz. Malgré tout, vous remarquez quand même qu'on en exporte plus de 5000 MW. Et à contrario, le 30 octobre, où là pour le coup, le vent ne soufflait pas en France et les éoliennes produisent très peu, on voit qu'on compense avec des énergies qui sont ultra polluantes, que sont le charbon et le gaz. Alors si on fait le bilan... Oui, non, pardon, je le dirai tout à l'heure, j'ai enchaîné trop vite. Alors, le coût pour EDF, puisque l'électricité éolienne, il faut savoir qu'elle coûte très très cher. EDF a une obligation de rachat du kilowattheure produit par une éolienne à 9,1 centimes d'euros. Ça, c'est les données au 1er janvier 2015. Ce tarif est 82% plus cher que celui du nucléaire, qui se situe autour de 5 centimes le kilowattheure. On vous a remis pour mémoire les tarifs de vente d'EDF aux particuliers, donc les tarifs que vous avez sur vos factures, et on s'aperçoit bien que vu voilà, le tarif de rachat de l'électricité éolienne, ça coûte extrêmement cher à EDF. Le coût d'une éolienne de 2 MWh installée et raccordée, c'est entre 2,6 et 3 millions d'euros. C'est quand même assez impressionnant. Alors, ça veut dire que sur vos factures d'électricité, il y a 15% de CSPE. Je vais le dire. Oui. C'est énorme. Je vais le dire. Alors, à contrario, les bénéfices pour les exploitants d'un parc éolien, on ne va pas rentrer dans les détails, mais concrètement, il y a énormément de subventions et d'aides. Et il y en a notamment une qui, je trouve, est intéressante, c'est la possibilité pour un producteur d'énergie appelé énergie verte de racheter des certificats verts qui sont en fait des certificats qui peuvent être vendus à des sociétés qui produisent de l'énergie dite ultra polluante et échangés sur des marchés. Je trouve quand même que l'idée est relativement choquante. Mais bon. Alors, un rapide calcul de la rentabilité d'une éolienne pour l'exploitant d'un parc. On ne va pas rentrer dans le détail,
Pour une éolienne de 2 MWh, qui tourne donc 25% du temps, en un an, ça vous fait un chiffre d'affaires global d'un petit peu plus de 400 000 €. Si vous en retirez les différentes taxes et les loyers qui sont versés aux propriétaires terriens, ça vous fait quand même un chiffre d'affaires de 380 000 €. Rapporté à 15 ans, on est pas loin des 6 millions. Sachant qu'une éolienne coûte à peu près 2,5 millions à construire, ça fait quand même un petit bénéfice de 3 millions d'euros, ce qui nous explique aussi pourquoi elles sont elles prolifèrent à tel point dans nos campagnes en ce moment. Alors, du coup, forcément, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire quel est le gain pour la commune, puisque on a vu que ça coûtait très cher à EDF et que ça rapporte énormément aux promoteurs. Alors, les gains pour la commune, ils sont sous forme de 3 subventions, qui sont donc réparties à la commune en fonction de pourcentage. Et à titre d'exemple, pour 1 MW installé sur une commune, ça représente à peu près 2 000 € de rentrée financière. Alors, vous allez dire, c'est pas rien. Maintenant, par rapport à un budget communal, c'est pas non plus énorme. Et il faut surtout se dire que ce sont des sommes qui dépendent de subventions. Les subventions, ce ne sont pas des choses qui sont inscrites dans le temps. Elles sont d'ailleurs de plus en plus réduites. Elles peuvent être amenées à disparaître. Et il y a aussi un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que si d'un côté, ça génère quelques gains pour la commune, de l'autre, ça fait quand même vraiment réduire l'assiette fiscale de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, et donc ça réduit aussi l'impact financier pour la commune. Alors, sachez que l'énergie éolienne, elle a un coût pour vous particuliers, puisque vous la payez via vos impôts, vous la payez via la facture EDF et ses diverses taxes, et notamment une taxe justement qui est très intéressante, qui s'appelle la contribution au service public de l'électricité, la CSPE, que vous pourrez tous retrouver dans votre facture EDF, si vous la cherchez. Au dos de la facture. Elle est là. On la cache. Et cette CSPE, elle est principalement dédiée au développement des énergies renouvelables. Alors, il faut savoir que c'est quand même une taxe qui a augmenté de 433% entre 2008 et 2015, et qu'aujourd'hui, elle représente déjà 15% de votre facture d'électricité. Et c'est des chiffres qui sont très facilement vérifiables. Sachant que la Cour des comptes estime que cette taxe va augmenter très fortement d'ici 2020, et qu'à ce titre, l'État doit et rembourse déjà actuellement 5 milliards d'euros à EDF. Et cette dette va continuer de s'accroître en 2015. L'électricité, elle doit être transportée des lieux de production aux lieux de consommation. Le réseau électrique, pour faire face au développement éolien, prévoit d'ici 2020 la construction de 4000 km de lignes très haute tension en France. Ce qui veut dire qu'après la construction de grandes éoliennes qui vont venir s'ajouter à vos paysages, vous aurez également la pollution des lignes très haute tension pour permettre la diffusion de l'électricité éolienne. Alors, si on s'intéresse maintenant au démantèlement de l'éolienne, une éolienne a une durée de vie moyenne de plus ou moins 20 ans. À la fin de la vie de l'éolienne, le Code de l'environnement prévoit donc qu'elle soit démantelée. Il y a un arrêté qui prévoit donc que l'exploitant effectue un dépôt de garantie d'une somme de 50 000 € par éolienne afin de permettre à son démantèlement si jamais, par mégarde, il devait mettre la clé sous la porte. Pour information, un devis qui datait de 2009 parlait déjà de 90 000 € pour démanteler une éolienne. Et aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les médias et ce qu'on trouve dans la presse actuellement, il y a eu un article d'ailleurs la semaine dernière là-dessus, le démantèlement d'une éolienne avoisine les 300 000 €. Alors, le démantèlement tel qu'il est prévu par l'arrêté, il consiste donc à démonter l'éolienne dans sa partie visible, à recycler les parties qui peuvent l'être, mais aussi à araser l'énorme socle en béton, dont on a parlé tout à l'heure, de 40 cm à 2 mètres suivant les terrains. Ce qui veut dire qu'on en enlève la surface visible, mais qu'on laisse enterrer les socles de 900 à 1000 tonnes de béton. Alors, si justement le promoteur est insolvable et ne peut pas faire face au démantèlement, eh bien, la charge du démantèlement, elle revient directement au propriétaire du terrain. Alors, vous allez me dire, le propriétaire du terrain, souvent, n'a pas les moyens de faire face à ce démantèlement. Par défaut, cela revient donc à la commune. Si la commune n'a pas non plus les moyens de financer ce démantèlement, c'est la communauté de communes. Et par système d'échelle, si la communauté de communes est insolvable, c'est le département.
Donc par définition, c'est vos impôts qui vont payer le démantèlement pour lequel les promoteurs ne pourront pas faire face. C'est pour ça qu'aux États-Unis, en Californie, il y a 40 000 éoliennes qui sont complètement obsolètes, qui battent de l'aile parce qu'eux, bon, ils ne vont pas les démonter, et ça coûte plus cher que le peu que ça va rapporter. Donc voilà. Ce sera pareil chez nous. Qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'indépendance énergétique? Aucune éolienne terrestre n'est conçue ou fabriquée en France. Le gaz des centrales thermiques d'appoint est importé, le charbon est importé également. La surveillance technique de l'éolienne est effectuée à distance depuis l'étranger. Et l'entretien principal des éoliennes est effectué par les constructeurs qui, rappelons-le, sont tous étrangers. On peut dès lors se poser la question du réel impact sur l'indépendance énergétique de la France. Alors, et l'emploi. Et l'emploi, on y reviendra. Conséquence. Et alors du coup, quel impact sur l'environnement? Eh bien, au final, lorsqu'on fait les comptes sur une année écoulée, on observe que la quantité de CO2 produite ne diminue pas avec l'énergie éolienne, puisque forcément on est obligé de la compenser par des énergies ultra polluantes que sont le charbon et le gaz. Alors, on vous a remis les graphiques de tout à l'heure avec, à une certaine heure, la production de CO2 qui était générée. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne, avec ses 23 000 éoliennes installées, a vu son taux de CO2 croître de 2% en 2012 et encore plus en 2013. Pourquoi? Parce que, comme le charbon est très peu cher, l'Allemagne profite des bas coûts de ce combustible pour compenser en fait, le manque d'efficacité de l'éolienne. Au plus fort, il faut savoir que l'Allemagne importe vraiment beaucoup d'électricité française nucléaire. C'est quand même dommage d'avoir recours à l'éolien pour tout ça. Alors, on va s'intéresser maintenant à l'éolienne et ce qu'elle représente en termes de pollution et de nuisance pour les riverains, donc pour vous. La principale nuisance dont se plaignent les riverains d'éoliennes, c'est le bruit. On va creuser un petit peu tout à l'heure, auquel vient s'ajouter évidemment les nuisances visuelles, puisque vous avez pu voir des photomontages qu'on va revoir ensemble, avec un mouvement permanent des pales qui produit un effet stroboscopique le jour et des flashs rouges et blancs la nuit. On va détailler. Alors, sur les sons qui sont produits par une éolienne, il y en a différents. C'est-à-dire que vous avez le son que produit le déplacement des pales, le son que produit le vent contre le mât, les sons qu'on appelle souvent des ouf, qui sont en fait le bruit de la pale qui passe devant le mât. Alors ça peut effectivement prêter à rire, mais quand on les a toute la journée, c'est un peu agaçant. Et les bruits propres qui sont dus au fonctionnement du générateur et des équipements. Alors, il y a deux catégories de sons qui sont produits par les éoliennes. Les premiers, qui sont audibles, qu'on vient de décrire, et les seconds, qui sont encore plus dangereux, qui sont inaudibles et qu'on appelle des infrasons. Alors, la propagation des sons d'une éolienne dépend évidemment de différents facteurs, du relief, des conditions atmosphériques et de la force et de la direction du vent. Pour rappel, on est quand même dans des contrées qui sont très planes et donc les sons se diffusent très très bien. Alors justement, les infrasons ont des effets vraiment néfastes et reconnus aujourd'hui sur la santé. Vous avez notamment des troubles du sommeil, des maux de tête, des acouphènes, des sensations d'augmentation de la pression à l'intérieur de l'oreille, des vertiges, des nausées, des troubles de la vue, de la tachycardie, des problèmes d'irritabilité et des problèmes de concentration et de mémoire avec des passages d'angoisse. À la fin de la réunion, on vous diffusera une petite vidéo de 7 minutes qui est justement l'interview d'un médecin qui explique ce qu'il a vu à son cabinet et qui justement détaille le syndrome éolien au niveau de la santé. Alors par rapport à tous ces problèmes de santé, il faut quand même noter qu'une maison, aussi bien isolée qu'elle soit en termes sonores, n'arrête en rien les infrasons. L'Académie de médecine recommande dès 2006 d'installer les éoliennes au moins à 2,5 km des habitations. Non, pardon, les éoliennes de 2,5 MW à une distance d'au moins 1500 mètres des habitations. Et l'Organisation mondiale de la santé préconise, elle, 3000 mètres. Alors, il y a eu un congrès de médecins très important à Francfort, justement en Allemagne, du 12 au 15 mai. Et ces médecins ont lancé vraiment une alerte sur l'éolien, puisque voilà, il y a des tas d'études qui ont été faites sur les infrasons.
Il mentionne justement les effets potentiels, même en l'absence de toute rotation des pales. C'est vous dire à quel point quand même ces installations industrielles sont dangereuses, parce qu'il y a quand même une action de vibration qui sont générées par le mât. Ces médecins réclament, expliquent que ces vibrations peuvent se propager jusqu'à 10 km. Et d'ailleurs, ça a même été imputé à des fissures qui sont apparues sur une maison. C'est quand même pas rien. Donc l'Assemblée des médecins allemands, en mai 2015, vient de demander à l'arrêt de tout développement éolien en Allemagne. Et en France, nous continuons. Alors, les autres nuisances, puisqu'il n'y a pas que le bruit, vous avez... Les infrasons, les sons, c'est 3, 2, 3, 5 km maximum, suivant l'endroit où vous êtes, si c'est en hauteur ou pas. Les infrasons, ça va jusqu'à 10 km, comme vient de le dire Stéphanie. Et même si vous avez un double vitrage, etc., ils passent à travers, pas de problème, hein. Ça ne les arrête pas. Et les sons, les cheminées à foyer ouvert, comme on en a tous, ou presque, à la campagne, ça passe par la cheminée, vous avez beau avoir du double vitrage, vous entendez quand même le ronron. Et surtout, les infrasons, c'est quelque chose de terrible. Alors, il n'y a pas que les infrasons, hein. Il y a évidemment d'autres nuisances. Les vibrations qui sont transmises par le sol, ça on vient d'en parler. Mais vous avez aussi les interférences électromagnétiques qui sont liées au générateur. Ça vous produit entre autres la perturbation des émissions radio et de la télévision. Ça perturbe également les radars aéronautiques et les circuits aériens. Il faut quand même savoir qu'on est dans une région où il y a un aérodrome qui est pas loin. Et voilà, c'est pas tout à fait anodin. Il y a des perturbations notamment aussi sur la faune et la flore, on va y revenir, et une modification profonde des paysages. Sans compter que nous sommes quand même dans une région où nous comptons beaucoup de monuments historiques, et c'est quand même dommage d'avoir ces éoliennes qui cohabitent avec des monuments classés aux monuments historiques. Alors, la modification des paysages, on vous a remis, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder les photos qu'on a affichées, ce que serait à l'échelle le parc éolien, enfin les deux parcs éoliens à la Croix-en-Brie. Ici, vous voyez le parc sud, donc sur la route de Rampillon. On se trouve à la sortie sud de la Croix-en-Brie, en direction de Rampillon. Le même parc, vu cette fois-ci de la rue des Faubourgs. Je vous laisse regarder hein, si vous n'avez pas eu le temps de le regarder. Toujours le même parc, cette fois-ci vu d'une autre sortie de la Croix-en-Brie. On est sur la rue du Belvédère et sur la route en direction de Châteaublot. Je vous laisse admirer le paysage. Alors, une dernière photo de ce parc sud avec une vue du bois d'Épis. Et là, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant de noter. C'est une vue qui est prise en direction de la Croix-en-Brie. Et vous voyez ici, en tout petit, notre magnifique église classée au monument historique, qui est cachée par ces belles machines industrielles. Alors, le parc nord maintenant, sur la route de Pessy. Donc là, on se trouve sur la sortie de Courméry, au nord-ouest, avec une grande ferme devant. Gigantesque. Hein. Regardez la maison à côté. C'est une grande ferme. C'est pas une petite voilà, c'est une très grande ferme. Et le même parc nord, vu cette fois-ci sur la route de Courméry, donc en direction de Pessy, et là on se trouve en fait à la sortie nord de la Croix-en-Brie. Donc ce sera le parc nord vu de la Croix-en-Brie. C'est quand même visible, hein, et ce sera évidemment visible de tout le village d'élevage. Les oiseaux migrateurs sont forcément très touchés aussi par les éoliennes, puisqu'ils se fatiguent en essayant de faire le tour, et bien souvent ils n'y arrivent pas, ce qui donne beaucoup de collisions et beaucoup évidemment de carnage. Ça trouble forcément aussi les rapaces et les chauves-souris qui sont très attirés la nuit, notamment par les flashs puissants produits par les éoliennes. Les variations de pression dues au passage des plutôt les moustiques et les insectes, je crois, qui sont attirés par la lumière, et les chauves-souris et les rapaces en conséquence, etc. Donc c'est infernal. Alors, les variations de pression dues au passage des pales devant le mât sont la principale cause de mort justement des chauves-souris qui vivent dans les parages. Alors, il y a différents risques techniques aussi à avoir des éoliennes à proximité. Vous avez des risques de projection, puisqu'il arrive quand même de temps en temps que des bouts de pales ou autres se détachent et soient projetés à plusieurs centaines de mètres à la ronde.
Vous avez aussi des fumées toxiques, sachant qu'il n'y a aucune sécurité incendie efficace au pied d'une éolienne. Vous avez aussi des problèmes de fuite d'huile, puisqu'on a vu que la nacelle en contenait plus de 400 litres, et un nettoyage qui est quand même fait régulièrement au détergent, donc dans des quantités astronomiques qui se répandent après évidemment dans les champs dans lesquels elles sont implantées. C'est pour ça que ce sont des machines industrielles qui sont classées, ce qu'on appelle ICPE, c'est-à-dire au même titre que les usines Céveso, etc. Hein, c'est pour ça qu'il y a une réglementation, c'est pas pour rien. Alors, il faut savoir justement qu'en termes de responsabilité, il est de la responsabilité des maires d'instaurer un périmètre de sécurité autour des éoliennes pour faire part, entre autres, aux risques de chute et aux projections de glace l'hiver. Puisque forcément, quand la glace s'agglomère sur les pales et que la pale tourne, il y a toujours des risques que voilà, des bouts de glace soient projetés à plusieurs centaines de mètres. On vous a mis une illustration ici du carnage sur des grands rapaces que les éoliennes peuvent faire. Alors, il y a aussi tout un chantage à l'emploi qui est fait autour de l'éolienne, et on s'est posé un petit peu la question de savoir ce qu'il en était réellement. Alors, aucun constructeur n'étant français, tous les opérateurs sont étrangers. La construction ainsi que l'entretien sont assurés par le constructeur, qui donc est étranger. La surveillance se fait à distance, dans un centre de contrôle à l'étranger. Dès lors, qu'est-ce qui reste en termes d'emploi pour la France? Eh bien, il reste quelques travaux de BTP pour assurer les fondations, le ferraillage, le bétonnage lors de la construction, et des emplois d'entretien basiques qui sont très souvent assurés par le propriétaire bailleur, le propriétaire du terrain. C'est donc l'éolienne déstabilise donc fortement notre balance de commerce extérieur avec une perte qu'on peut évaluer pour 13 000 éoliennes à environ 39 milliards d'euros. Alors, les conséquences sur l'immobilier, et là vous allez tous impacter, l'immobilier local perd entre 30 et 50% de sa valeur, suivant la proximité des éoliennes. Il y a eu un jugement rendu par la Cour d'appel de Rennes en 2007 qui estimait la dévaluation entre 28% et 46% pour une maison qui était distante de 500 mètres d'une petite éolienne de 115 mètres de haut. On n'est pas du tout sur la même échelle à la Croix-en-Brie, puisque rappelons-le, on est quand même sur des éoliennes de 150 mètres. Les biens peuvent même devenir complètement invendables. Il faut savoir que le propriétaire d'un bien a l'obligation d'informer, tout comme une agence immobilière d'ailleurs, d'informer le futur acquéreur d'un projet qui est en cours. Ça a fait l'objet de jurisprudence et on peut demander l'annulation de la vente, Vice caché. voire même des dommages et intérêts. Hein. Il y a des jugements comme ça, il y en a... Si je peux intervenir, bon, certains d'entre vous savent que je suis... Merci Stéphanie. Certains d'entre vous savent que je suis donc agent immobilier. J'ai eu l'occasion, pas plus tard qu'il y a 2 jours, de faire une visite sur notre commune de la Croix-en-Brie. Les clients ont vu mon petit macaron non éolienne à la Croix-en-Brie. Il m'a donc interrogé. De toute façon, s'il doit acheter la maison, je suis dans l'obligation de lui informer du projet qu'il y a sur la croix. Donc, j'en ai tout de suite effectivement parlé du projet qui est en cours. Donc, ce n'est pas fait, mais effectivement, il y a un projet. Le client m'a regardé, il m'a dit « Ah, eh ben, non merci, je ne veux pas acheter une maison sous les éoliennes. » Voilà, donc même sans de toute façon, ne serait-ce que baisse de prix, c'est que simplement les gens n'ont pas du tout envie d'acheter dans un village. C'est pas 20 ou 30, c'est 100%. Ils ne veulent pas acheter dans un village où il y a des éoliennes. Donc je ne parle même pas de baisse de prix. Déjà, rien que lors des visites, les gens ne veulent pas. Alors il y a une chose plus importante. C'est une première expérience, mais pour les communes. On met les éoliennes à 500 mètres de la dernière maison du village. On ne pourra pas construire. Donc le terrain agricole ne prendra jamais de valeur quand vous passez dans une campagne 10 ans après. Vous êtes étonné de voir un lotissement, etc. Là, terminé. Plus de lotissement, plus de ceci, plus de cela. Et certainement que la longueur la distance, je veux dire, de 500 mètres, ça a failli, les députés sont revenus et ont maintenu les 500 mètres, qui est une bêtise, bien évidemment, pour la santé de tout le monde. Mais ça va se durcir comme ailleurs, puisque tout le monde s'en va en Europe. Du moins change son fusil d'épaule. Et donc, les 500 mètres vont peut-être devenir 1000 mètres. Donc, les communes qui ont eu ou qui vont avoir des éoliennes, qui projettent d'avoir des éoliennes,
qui vont plus pouvoir s'agrandir. On est quand même dans la région parisienne. Si on veut que nos écoles perdurent, etc., il faut faire venir des gens, donc construire quelque chose. Et là, le village va être complètement phagocyté par les éoliennes. Aussi, un devoir des maires d'informer des grands projets d'urbanisme locaux ses administrés. Voilà, donc pour la conclusion sur l'immobilier, conclusion, c'est pas bon. Alors, nos conclusions maintenant sur l'énergie éolienne de manière générale. On a vu qu'il y avait une très faible productivité par rapport à l'investissement énorme que ça demande, que ça ne contribue aucunement à améliorer l'indépendance énergétique de la France, que ça représente un coût énorme pour la collectivité, avec une modification rapide des lois pour permettre une installation à tout prix et favoriser ainsi les promoteurs. Mais forcément, et on le voit aujourd'hui, une dissolution du tissu social, puisque forcément vous avez énormément d'habitants qui ne sont pas ravis de voir poindre des éoliennes devant chez eux, et à juste titre, avec une modification profonde des paysages et des nuisances qui sont avérées, notamment au niveau de la santé. Tout ça pour un enrichissement indu de sociétés privées. Et évidemment, un énorme gaspillage, un élément d'une notion plus large qu'on appelle le développement durable. Le développement durable, c'est la conception du bien commun qui prend en compte les aspects environnementaux, économiques et sociaux liés aux enjeux de long terme. Et quand on regarde un petit peu le graphique que vous voyez derrière moi, je pense qu'on est vraiment en droit de s'interroger quelle est réellement la place de l'éolienne dans cette notion d'environnement durable. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un médecin qui parle du syndrome éolien. Va vraiment, par le fait, là, engendrer des syndromes anxieux et des dépressions. C'est pourquoi je trouve qu'il faut vraiment méditer. Moi, je me préoccupe vraiment de la santé des gens du canton, et c'est dans ce cadre-là que je parle. Ensuite, les problèmes évidemment environnementaux me sont chers au cœur. Mais je crois que nous faisons vraiment fausse. Du fait du vent, parce que justement elle ne tourne pas tout le temps, a besoin d'électricité pour tourner quand même, pour éviter la corrosion, la rouille et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Oui. Absolument, oui. Oui, absolument. Et puis alors il y a le démarrage. Hein, par exemple, il est évident que si elle est entraînée en permanence à une petite vitesse, le démarrage sera plus rapide si le vent arrivait pour produire de l'électricité, que s'il part de l'arrêt, etc. Au niveau de la maintenance, au niveau de l'entretien, ça aurait été pas mal aussi de mettre les coûts, justement les coûts de la consommation d'électricité dont je viens de parler, et aussi les coûts de la maintenance, parce qu'il faut les entretenir, ces éoliennes. Donc c'est encore du plus pour votre représentation. Alors là je ne saurais pas trop vous répondre, mais pour les chiffres et tout, mais c'est certainement très important. Mais il y a d'ailleurs, ça coûte très très cher, parce qu'il y a des sociétés, les premières sociétés qui ont s'occupé d'éoliennes, qui sont aperçues qu'il y avait énormément d'opposition et que finalement ce n'était pas la solution idéale, et qui se sont transformées en sociétés de maintien d'éoliennes en disant ça c'est l'avenir, parce que, bon, à titre d'exemple, souvent les maires sont emmenés près de Chartres, là, Janville, par là, en Beauce pour montrer des éoliennes exemplaires, etc. Et ces éoliennes sont fabriquées par la société Nordex, qui était une société suédoise qui après est passée allemande, etc. Et il y a 2 personnes pour l'entretien de toute la Beauce. Quand vous passez, d'ailleurs vous en apercevez, c'est époustouflant, vous passez sur l'autoroute, vous ne voyez que ça. Et votre radio de voiture, généralement, s'arrête ou parasite. Eh bien, il y a 2 personnes de Rostock en Allemagne, en Prusse orientale, qui, par les satellites, comme on l'a dit tout à l'heure, surveillent le tout, donc il n'y a pas de main-d'œuvre. Quand vous allez, on est allé à Pithiviers-le-Vieil, d'ailleurs toutes les photos le prouvent, de tous ces camions spire-morts qui viennent apporter les grues, apporter les éoliennes, etc., comme on a dit, elles étaient donc fabriquées à l'étranger. Toujours la plaque minéralogique, c'est allemand, polonais, le personnel. On est allé dans une mairie à Pithiviers-le-Vieil, on est ressorti à 10 h du soir, alors qu'on avait commencé à 6 h avec le maire, qui était très intéressé.
ils avaient allumé les phares en plein hiver, ils travaillaient encore, donc ça fait aucun emploi, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On dit qu'un emploi vert détruit 3 emplois, là je parle de tous les emplois, hein. Vous parliez d'entretien surtout, mais 3 emplois réels, hein, parce qu'il y a un problème de tourisme. Là, on n'a pas évoqué. Et il est évident que les gens ne vont pas acheter une maison de campagne pour entendre, quand ils viennent le week-end, de nouveau un bruit infernal, d'avoir cette... je signale que sur le plan uniquement de tourisme, la presse en a fait écho là, cette semaine. Paris, qui était la première capitale au monde à être visitée par les étrangers, a été détrônée par Londres. Pour commencer à produire de l'électricité, il faut qu'il y ait un vent de 25 km/h, c'est-à-dire 5 mètres secondes, je crois. Donc c'est ce qui est le maximum dans notre région. Et ensuite, on se dit, ah, aujourd'hui il y a du vent, énormément de vent, etc. Malheureusement, donc c'est une courbe qui monte, effectivement, qui arrivée à 50 km/h est stable, il y a un plateau, et à 90 km/h de vent, on est obligé de les arrêter pour une question de sécurité. Sinon, le matériel s'emballe, il prend feu, etc., comme on en a quelques exemples. Donc, une éolienne ne produit pas que quand il y a du vent, mais que quand le vent est entre 25 km/h et maximum 90. Donc c'est pour ça que c'est 22,6 de production. Hein, et encore, on parle des premières régions de France qui ont été équipées pour faire ce chiffre-là. C'est le Languedoc-Roussillon, comme vous avez vu, ils n'en veulent plus, mais où effectivement il y a énormément de vent. Je voudrais simplement vous poser une question sur la santé. Je me lève, je suis désolée pour que vous puissiez le voir. C'est simplement que si on part du principe qu'effectivement les médecins allemands, bon, je vais pas revenir sur le fait, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est votre droit, je le respecte, mais si les médecins allemands aujourd'hui demandent des études parce qu'effectivement ils ont des doutes sur les effets sur la santé, est-ce que vous préférez aujourd'hui prendre le risque quand même d'en instaurer sur la commune, quitte à dans 20 ans s'apercevoir qu'on a des gros problèmes de santé publique? Enfin, je veux dire, il y a aussi un principe de précaution qui fait que, voilà, si aujourd'hui vous avez des médecins en Allemagne, en France, qui vraiment tirent la sonnette d'alarme en disant attention, et il y a effectivement beaucoup d'autres pays, pourquoi continuer à essayer d'aller s'en voir? Non mais l'Académie de médecine en France, depuis 10 ans, préconise minimum 1500 mètres. Minimum 1500 mètres. Et on ne parlait pas d'infrason. Hein, la FED fait silence sur l'infrason, hein, on n'en parle surtout pas. Oui, puisqu'il y a des élus, je suis un habitant de Châteaublot, on a invité il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, très proche, effectivement un projet un peu similaire. Et donc je voudrais savoir quelle est la part décisionnelle des élus locaux dans ces projets. Parce que bon, sans entrer dans les détails, enfin, qui ne sont pas des détails, hein, sur la santé, etc., il y a quand même une réalité que personne ne conteste, c'est qu'actuellement, l'éolienne coûte cher, rapporte gros à quelques-uns et coûte de l'argent à tout le monde, ne produit rien, et emmerde tout le monde, quoi. Il faut être clair, quoi. Je veux dire, on va pas discuter, hein. On va pas rentrer dans les détails. Le problème, il est que, effectivement, on ne peut pas résoudre le problème du stockage d'énergie. Hein. C'est ça le gros problème. Parce que bon, si on stockait l'énergie, même avec 20% d'éolien en France, ça représenterait 10 000 tonnes de batteries pour une ville, pour un village comme la Cronderie. Bon, de plomb, d'acide, etc. Voilà, le plomb, d'acide, etc. Il y a d'autres solutions, hein. Il y a d'autres solutions que le thermique. Hein. Il y a les solutions de centrales hydrauliques qui, avec 2 bassins d'eau, quand les éoliennes tournent, on pompe l'eau, on l'emmène en haut, et quand elles ne produisent pas, on fait descendre l'eau dans des turbines. Bon, mais c'est des investissements énormes. Et il y a une perte de 30%. Voilà, après il y a la pile à hydrogène. Bon, la pile à hydrogène, il y a une perte de 60%. Hein, la transformation chaque fois d'énergie. Donc on a une énergie qui est déjà 3 fois plus chère que celle qu'on a. Si elle coûte encore 3 fois plus cher, on n'y arrive pas. Donc je veux dire, comment est-ce qu'on peut quand même, quand on est élu local, si on a une part décisionnelle, comment on peut quand même, je ne veux pas dire nier, hein, si on a eu le même problème à Châteaublot, c'est pas une personne que je m'en pose, hein, c'est pas M. le maire. Mais je veux dire, comment on peut dire, mais non, mais c'est pas possible, ça marche pas, ça. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, hein, pour un peu de bon sens.
Je voudrais revenir sur une chose importante qui est bien comprendre le fait que l'électricité doit être, la consommation doit être absolument toujours en équilibre avec la production. Si jamais ça produit trop, il y a un blackout, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tout s'arrête, il y a un court-circuit, tout s'arrête. Si on ne produit pas assez et qu'il y a une consommation forte, c'est le cas le matin, quand tout le monde allume sa télévision ou se rase, etc. Et le soir, quand tout le monde allume sa télévision et met son chauffage électrique en route, il y a un blackout. Il faudrait qu'à ce moment-là, il y ait des éoliennes qui partent, donc du vent qui produit. Et s'il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de mettre en équilibre donc, quelque chose d'instantané qui ne peut pas être du nucléaire. Malheureusement, c'est pour ça que le nucléaire, il est à 75%, 80% maximum en France. On ne peut pas en mettre à 100% parce que c'est un peu comme un gros rouleau compresseur, c'est très long à mettre en route. Quand les gens se mettent tous à allumer leur télévision, il faudrait répondre immédiatement pour que ça reste toujours en équilibre. Et dès que ça s'arrête, ou que le vent s'arrête, ou que les personnes ont raccroché leurs appareils électriques, il faudrait arrêter également. Alors, c'est savoir ce que décident les élus locaux sur un projet comme ça. La réalité, c'est pas grand-chose. La réalité, je peux, si vous voulez, vous expliquer un peu comment ça se passe. Le principe est qu'un promoteur éolien, je peux me le dire, si vous le souhaitez. Monsieur le maire, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer ce sujet? On les fait peut-être un peu dans l'ordre, si vous voulez bien. Voilà. Donc la réponse pour ce qui est du contrôle que les élus, bon ça va le faire comme ça, de ce que les élus ont comme contrôle sur un projet comme ça, en réalité elle est très faible. Elle est très faible parce que les promoteurs éoliens regardent là où ça les intéresse de s'installer, décident qu'ils vont s'installer, déposent un projet, peuvent très bien se passer des communes. Clairement, le permis de construire, ce n'est pas un permis de construire qui sera signé à la mairie. C'est un permis de construire qui sera signé par le préfet et le service instructeur, c'est-à-dire ceux qui vont étudier ça, c'est des services qui sont à l'échelle de la région. Donc, c'est des services, la direction régionale de l'industrie, de l'écologie et de l'énergie, enfin de l'environnement et de l'énergie, c'est ces gens-là qui étudient ça, donc avec l'ensemble des dossiers, les études environnementales et tout le reste. Et le seul impact, le seul moment où on pose la question aux élus de façon formelle, c'est au moment de l'enquête publique. Il y a une enquête publique, l'ensemble des personnes qui habitent dans le secteur, donc actuellement, à ma connaissance, c'est à 6 km autour des projets, sont invités à donner leur avis, et les conseils municipaux des communes concernées sont invités à donner leur avis. L'ensemble de tous ces avis sont communiqués au préfet qui ont fait ce qu'il veut. À tel point qu'il y a des projets dans l'Essonne où les projets éoliens, ça n'a pas été évoqué, ça prend en général très très longtemps. Le maire qui peut être d'accord à un moment peut être remplacé quelques années plus tard par un maire qui n'est plus d'accord. Le projet est signé, le préfet passe en force et vient faire en sorte que ça s'installe sur la commune sur laquelle le projet a été décidé. À la seule petite nuance, si vous me permettez, qu'en général, il faut quand même regarder dans les faits, quand une commune dit non dès le départ, le préfet peut, c'est sûr, ne pas en tenir compte et désigner un permis, mais dans les faits, en général, le préfet ne s'oppose pas à la commune. C'est pas le préfet, enfin, si vous me permettez, c'est pas que le préfet ne s'oppose pas à la commune, c'est qu'en général, les sociétés qui vont vouloir développer les projets, elles n'ont pas forcément envie de vivre une guerre permanente. Voilà. Donc, elles vont voir si c'est pas mieux accueilli ailleurs. C'est pour ça que la mairie doit, dès le départ, faire un stop. Et quand on vous demande l'autorisation de faire un mal mesure ou la consultation, tout simplement, en vous montrant tout ce qui est rose et pas bien évidemment l'envers de la médaille qu'on vient de vous montrer, c'est à vous, élus qui avez du bon sens, de dire non. Pas. Et là, ils vont ailleurs. Ils viennent 3 ans après. Enfin, vous connaissez le dossier de la Croix, j'ai déjà eu pas de bon sens. Je vous réexplique le principe. Alors attendez, madame de... Oui, j'ai une question. Juste un petit point, je me présente en 2 mots. Je suis maire d'une commune et président d'une communauté de communes. Quelle commune, s'il vous plaît? Je suis maire de Montigny-l'Ampoule et président de la communauté de communes Bassé-Montois. Je rectifie ce que vous dites, chers collègues. Lorsque la commune et que vous êtes contacté par une association ou par une société,
Si le maire dit non d'emblée, la société s'en va. Ça, c'est vrai. Après, vous avez expliqué l'autre face qui est l'enquête publique. Il y a un autre point où le maire peut s'opposer. C'est le maire qui donne le permis de construire pour le mât, de mesure. Il suffit qu'il ne le donne pas et les choses s'arrêtent. Donc, au départ, le maire a une vraie puissance de décision. C'est vrai que si ça part, le coup est parti et la procédure se met en route. Le deuxième point où je voudrais vous rectifier un petit peu, bien évidemment qu'un maire peut être d'accord, il est remplacé par un autre maire, c'est la continuité de la vie publique et des décisions publiques, parce que sinon, vous imaginez, s'il n'y avait pas de continuité, ça n'irait pas. Ce que je veux quand même dire, c'est que tous les maires qui ont dit non n'ont pas eu de projet. Donc, et j'en suis un. J'ai été contacté en mai-juin de l'année dernière. J'ai dit je vais en parler à mon conseil municipal. J'ai demandé est-ce qu'on commence à réfléchir à un projet éolien. 3 ont dit pourquoi pas, 12 ont dit non. J'ai appelé la société, j'ai dit non, ils ont dit ok, on laisse tranquille. Et il n'y a pas de suite. Donc voilà, après, ce sont des choix des communes, mais je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que la décision du maire dans le départ du projet pèse lourd pour la suite des conseils pour être tout à fait précis.